C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno de référence, je vais dire comme ça, du réseau C23 de Cogeco, avec moi-même, Alain McKenna et Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain McKenna, comme d'habitude, tu reviens d'un beau voyage à l'étranger, je t'envie. Je dirais pas comme d'habitude, mais je suis allé essayer une voiture électrique à Vancouver, ce qui est quand même pas rien. J'en parlerai, j'ai une balado aussi avec C23, ça tient la route. Balado d'automobile avec mon bon ami Benoît Charette. On en parlera plus tard parce qu'il y avait un embargo. Je ne peux pas donner d'impression de conduite, mais on est allé essayer une Ioniq 6, qui est la berline 4 roues motrices électrique de Hyundai, qui va être mise en marché au mois d'avril. Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, mais je peux vous dire que c'est une bagnole dont la fiche technique est assez intéressante. Ils ont dévoilé les prix un peu chers pour un produit Hyundai, mais on pourra en parler. Pas trop, là. Faut pas que mais je vais vous dire tu peux pas en parler. Tu peux pas en parler, mais... Je ne peux pas donner d'impression. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis allé à Vancouver et c'est un événement où ils nous ont invités, comme c'est un événement d'affaires, et ça arrive des fois, on était invités en classe affaires dans l'avion. Donc, on voyageait dans une cabine avec, vous savez, de l'espace pour les coudes, puis tout le kit, puis belle tablette pour sortir le laptop. Donc, Wi-Fi à bord. Le Wi-Fi d'Air Canada s'est beaucoup amélioré, en tout cas sur les vols domestiques. Donc, 5 heures d'avion, c'est exactement 1 heure de travail au bureau. 1 heure de bureau. C'est une journée de travail au bureau. On arrive à destination, les articles sont livrés, tout ça. Je dois dire ceci, voyager en mode affaires dans ces conditions-là, c'est vraiment intéressant. Oh boy. Le problème, c'est qu'on voyage tout le temps en classe économique, comme 99% du temps, et Dieu que c'est détestable. Il y a vraiment J'essaie de le dire poliment, mais M. McKenna, vous m'énervez un petit peu. Je rêve de sortir du pays. Est-ce que dans ton vol, tu as eu droit à un excellent café? Je vais dire ceci, il y avait une machine à espresso dans l'avion, dans celui du retour, pas celui à l'aller. Ça s'en vient, Pascal. On pourra avoir du café, peut-être pas aussi bon que celui produit par notre machine Jura E8. Jura E8 entièrement automatique. C'était pour introduire notre partenaire. Donc, exact. Jura E8, je ne vais pas l'introduire, je vais le présenter. Je trouve ça toujours drôle d'introduire quelque chose. Ben oui. On a un anglicisme. Donc, la Jura E8 entièrement automatique, une machine fantastique qui transforme du café en grains ou moulu en boisson de votre choix avec du lait, du café, la quantité d'eau que vous voulez avec un seul bouton. Pas besoin de manipulation. C'est vraiment fantastique. Il y a un affichage avec un écran qui permet de choisir la boisson de son choix, très visuel. Si on fait des modifications dans ces réglages, ils sont mémorisés, on nous propose de les mémoriser, pas besoin de programmer, très très simple. Le nettoyage est super facile avec des enzymes pour éviter qu'il y ait du lait qui s'accumule dans le dispositif de lait. Vraiment fantastique. Vous avez même une petite chute à l'arrière pour mettre votre café moulu de votre choix, donc un café de spécialité du Déca de l'après-midi, vraiment chouette. Leur salle de montre Edika sur la rue Saint-Laurent à Montréal est fantastique. Et entre autres partenaires du podcast, il y a TELUS, Plan Hub et aussi c'est infobref.com. Bien dit, bien dit. Je veux dire ceci à propos de TELUS, parce qu'on en a parlé cette semaine. Le CRTC et le ministère du Développement économique du Canada se sont envoyés des lettres par Twitter interposées. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Des lettres par Twitter interposées. On est en 2023, mesdames et messieurs. Écoute, ça s'en vient leur affaire, mais essentiellement, on veut revoir les frais d'itinérance à la baisse au Canada. Et j'ai hâte de voir parce que j'ai découvert ça en migrant du côté de TELUS, les forfaits que j'ai ici, et j'ai découvert que le forfait limité sur les données, le forfait mensuel, est vraiment magique quand on a des enfants parce qu'ils peuvent dépasser la limite et il n'y a plus de problème. Ce que j'aimerais, ce que j'ai hâte de voir, c'est si les fournisseurs comme TELUS vont réagir en offrant des forfaits d'itinérance plutôt que de l'offrir en ce moment à la journée ou au volume, juste 10$ et pouf, c'est infini d'itinérance. Ça serait bien ça parce que c'est un des endroits où il y a encore une zone grise. J'ai hâte de voir la suite par rapport à ça parce que c'est effectivement quelque chose qui coûte cher à la longue quand on voyage. Quand on voyage, c'est toujours possible d'acheter des eSIM maintenant. J'ai 2 amis qui sont partis, je leur conseille de prendre une eSIM, prennent l'eSIM, ils ne réussissent pas à l'activer sur place.
ils oublient de l'activer ou ça fonctionne pas bien, fait qu'ils n'ont pas de données, ils paient le 10 par mois anyway. Dans les autres petites nouvelles, si tu permets Oui. rapidement, OnePlus, la compagnie de téléphone qu'on aime bien, en tout cas, je pense que tu les aimes bien toi aussi. C'est une compagnie qui fait des flagship killers depuis plusieurs années, mais qui sont pas vendus en boutique. Fait que OnePlus, quand je montre ça aux gens, c'est quoi ça, OnePlus? Il y a beaucoup de geeks, je pense, d'amateurs de techno qui pourraient beaucoup apprécier OnePlus, des téléphones performants, sans flafla. Ils offrent 100 jours d'essai au Canada. Donc, tu Ah, peux wow. essayer le téléphone pendant 100 jours et le retourner si tu n'es pas satisfait. Je trouve que c'est un beau signe de confiance de l'entreprise. Moi, c'est ce genre d'offre-là qui fait, ben, on a tellement confiance en notre produit. Peut-être qu'ils croient que les gens vont être gênés de le retourner après 100 jours, mais si jamais vous cherchez un nouvel appareil, vous voulez sortir de Samsung, Google ou Apple, essayez OnePlus, une belle option, je crois. Pas Ouais. pour tout le monde, mais c'est vraiment une petite option de fun. Et cette semaine, tu t'es inscrit aussi, je crois, Bard, l'intelligence artificielle générative de Google, le compétiteur à ChatGPT, est maintenant offert en version d'essai pour ceux qui veulent le faire. Il y a une liste d'attente pour l'essayer. Pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis et en Ouais. Angleterre, si je ne m'abuse. C'est pas pour les comptes Workspace. Je trouve ça très drôle. J'ai essayé de m'inscrire dans la liste d'attente malgré le fait que c'est aux États-Unis seulement avec mon compte Workspace, compte de travail, compte payant de Google. Ils disent non, ça marche pas. Alors, Google, ça fait quelques fois que les options le fun avancées sont offertes aux clients payants, gratuits, ceux qui ne paient pas, et ceux qui paient n'ont pas accès plus vite que les autres aux options intéressantes. Je trouve ça très particulier. On l'a De déjà la dit dans le part. passé, Google, c'est le nouveau Microsoft. Hein? Les unités internes semblent se chamailler des fois sur des choses comme ça et ça apparaît dans le produit, effectivement. Ben oui. Puis pourtant, Google, je pense que Microsoft, je crois qu'ils ont réussi à régler beaucoup de leurs différends. Il y en a encore beaucoup. Des fois, on voit dans les traductions, entre autres, de la suite Office, d'une interface à l'autre, les mots sont traduits différemment. Ça me fait capoter qu'il n'y ait pas quelque chose qui uniformise ça. Ouais. Mais en général, ça fonctionne plutôt bien du côté de Microsoft en ce moment. En tout cas, si on se fie à leurs résultats financiers. Ils pourront demander à Bard de tout faire, de tout harmoniser éventuellement. C'est pas encore parfait. J'ai hâte de l'essayer en vrai de vrai. On va voir ça dans les prochaines semaines. On va passer aux actualités. Rappelez en passant que le segment actualité est une présentation d'InfoBref, hein, tu le disais tout à l'heure. Pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans vos oreilles chaque matin, écoutez la balado InfoBref Affaires. Je ne sais pas si on dit le balado ou la balado. Ça, c'est une question à laquelle c'est comme le papier de toilette. Est-ce qu'on le met le papier au-dessus, papier en dessous? On dit le papier de toilette habituellement. Ça, c'est vrai. C'est ça. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est que les balados, c'est pas genré. On est en 2023, on ne genre plus les gens. Le c'est quoi l'IEL balado. On dit comme ça. L'InfoBref Affaires. Bulletin de nouvelles qui résume chaque jour l'actualité des affaires. Ça aussi, c'est un mix de tous les genres. Cherchez InfoBref Affaires dans votre application de balado. Ça se trouve sur infobref.com. Évidemment, si vous allez dans votre application de balado, cherchez donc une tasse de tech aussi, on est là. Si vous nous écoutez autrement, parce qu'on est aussi sur YouTube et Facebook en vidéo. Mais nous sommes sur les plateformes balado, ainsi que du côté du 98.5 et même de C'est quoi, en fait, qui rediffuse nos contenus sur les réseaux sociaux et qu'on salue et qu'on remercie. Il y a une petite saveur vidéoludique à nos actualités aujourd'hui, Pascal, parce qu'effectivement, il y a de l'action dans le jeu vidéo, mais peut-être pas dans la partie du monde du jeu vidéo qu'on anticipe normalement. Parce que là, Amazon, on avait déjà entendu parler de leur service Luna aux États-Unis. Là, ils s'en viennent au Canada. Ils viennent d'arriver au Canada. Écoute, pendant que tu prenais un vol en classe affaires, confortable et tout, moi, j'ai joué une dizaine de minutes à Luna. Je ne joue jamais, Alain. Les gens disent que tu es un gars de techno, ils me parlent des jeux vidéo, des sorties, des lancements. Malheureusement, je l'avoue, à part Tetris, à part, écoute, je ne joue pas, rarement. Et pourtant, hier, j'ai joué à, c'est quoi le jeu? C'est Mega Man 11, un jeu d'arcade. Sur Luna. Oui, tout à fait. Oui, là, tu m'interpelles, ça m'intéresse, ça. Je suis un fan de Mega Man. C'est très, très drôle. C'est un service de jeux vidéo en streaming sur demande en ligne. C'est un peu comme le défunt Stadia de Google. D'ailleurs, je suis retourné sur le site de Stadia. Ils disent que c'est depuis le Requiet in Pacem, Rest in Peace, depuis 18 janvier 2023. Il est marqué depuis le 18 janvier 2023. Ça n'existe plus, Stadia. Donc, le service Luna est disponible au Canada. On peut jouer avec une télé Fire, un téléphone, une tablette, un ordinateur. C'est les serveurs AWS d'Amazon qui font le travail, qui traitent les données. Donc, c'est très flexible comme façon de jouer. Il suffit d'utiliser un contrôleur
ou pas. On peut se servir de son téléphone, évidemment, pour contrôler les jeux. Il y a un contrôleur à 90 qui est proposé si on veut utiliser Luna avec un contrôleur Luna. Il va Mhm. probablement être soldé. Amazon a la bonne habitude de C'est vrai. vendre des fois en solde ses produits. Donc, surtout avec le lancement de Luna, ils vont probablement le vendre à un prix réduit. Mais ce n'est pas nécessaire d'acheter le contrôleur Luna pour ceux qui se le demandent. On peut utiliser un contrôleur Xbox, un contrôleur PlayStation ou n'importe quel contrôleur compatible. Moi, j'avais dans mes trucs, dans ma boîte de gadgets, un contrôleur compatible C'est Games. Bluetooth, hein, essentiellement, c'est vraiment ça le protocole. Ça peut être Bluetooth. Moi, je l'ai branché avec un fil. Je ne me suis pas cassé la Ah, tête. La pile du contrôleur n'était pas chargée. Alors, j'assume que ça fonctionne très bien en Bluetooth aussi sans fil. Il y a quelques jeux qui sont inclus. Pas besoin de payer. Évidemment, c'est un service payant, mais on n'a pas besoin de payer. Il y a quelques jeux, 4 pour être précis, qui sont inclus avec un abonnement Prime, d'Amazon Prime. Donc, c'est pour ça que j'ai pu jouer à Mega Man 11 pendant une dizaine de minutes. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. 10 minutes, là, Mega c'est Man, c'est un beaucoup. classique. Ouais, Non, ouais, non, ouais. non, mais c'est beaucoup de jeux vidéo pour moi, là. C'est comme presque une demi, Mhm. c'est plusieurs mois de jeux vidéo en une journée. On peut payer, évidemment, le service. On va avoir Luna Plus, qui est 12,99 par mois. Cette tendance de mettre un plus au bout de ses services, Ouais. 12,99 par mois. On peut jouer aux jeux Ubisoft. Si on a déjà des jeux Ubisoft dont on est propriétaire, on peut jouer à Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy et compagnie. On peut diffuser ces parties sur Twitch. Si on a le setup, on peut mettre une caméra et se filmer dans le coin pendant qu'on joue. Les Ben oui, streamers vont pourquoi adorer pas. ça. Ben oui. Donc, je trouve que c'est une belle nouvelle pour ceux qui sont amateurs de jeux vidéo, peut-être casual. Je pense que les joueurs hardcore ont leur console, ont leurs préférences, ont leur grosse machine de jeu. Mais Mhm. pour ceux qui veulent juste jouer une fois de temps en temps, puis évidemment, il y a une liste de jeux qui va se bonifier, qui va évoluer avec le temps. Il y a aussi un autre service d'un autre 6,99, je crois, pour d'autres jeux d'une petite entreprise de jeux vidéo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que dans 2 ans, ça va être disparu comme ça a été le cas Ouais, avec bonne les question, ça. services de Google? Mais il y a quelque chose, je pense, derrière le jeu en streaming instantané, rapidement. On passe d'un écran à l'autre de façon très fluide. Et je compte jouer à Megaman, peut-être Ah! d'autres classiques d'arcade s'il y en a. Ben, je vais y aller moi aussi parce que, pour te dire, évidemment, il y a plus que. Ils ont fait au moins 11 versions du jeu, donc clairement, il y a un intérêt. Exactement. On y revient régulièrement, c'est un bon Mais point. ça reste très arcade. En tout cas, j'ai réussi à comprendre comment jouer. Évidemment, il y a beaucoup trop de boutons. Ah, Sérieusement, je pense que le bout où j'ai eu le plus de plaisir, c'est dans la démo du jeu. On a ah une oui, espèce de zone où tu testes les contrôleurs et tout. Puis je pense que j'ai passé juste là 6 minutes. Quand je mourais, je ressuscitais tout de suite. J'étais bien content. c'est vrai que J'ai du plaisir. Luna d'Amazon. Megaman nous ramène à une époque où on pouvait mourir dans les jeux vidéo. Mhm. Pour vrai. Ça a changé, ça aussi. Parlant de choses qui ont changé, tu parles d'Amazon, je vais vous parler de Oui. Netflix qui est aussi présent dans le jeu vidéo et qui veut justement s'imposer davantage, mais Netflix, ils ont une stratégie différente. C'est dans le mobile, donc c'est sur les téléphones Android, sur les téléphones iOS, l'iPhone, plutôt que d'offrir une offre dans son environnement, on se connecte à des jeux qu'on télécharge à même la boutique d'application, l'App Store du côté d'iPhone et le Play Store du côté d'Android. Et on se connecte donc en utilisant son compte Netflix. Donc, la même adresse courriel, le même mot de passe qu'il y a sur Netflix servent dans ces jeux-là pour vous donner accès aux jeux. En ce moment, il y a 55 jeux disponibles sous l'égide de Netflix et on veut faire passer ce chiffre-là à 100 d'ici la fin de l'année et à plus que ça encore d'ici la fin 2024. Je pense que c'est quelque chose comme 150 jeux qui vont être disponibles avant la fin de l'année prochaine. C'est quand même pas rien. C'est drôle parce que tu parlais d'Ubisoft. Clairement, Ubisoft veut être de toutes les plateformes parce qu'ils ont aussi une entente pour avoir 3 nouveaux jeux exclusifs à l'environnement. C'est pas une plateforme, là, à l'environnement de Netflix. Les titres, il y en a un, c'est Valiant Hearts Coming Home, pour ceux qui connaissent. Il va y avoir 2 jeux aussi exclusifs à la série Mighty Quest que je vais aller voir parce que juste le nom m'intrigue. Ça me semble intéressant. Mighty Quest. Ça me fait penser, parce que je pense pas que c'était ça le nom, mais il y avait un bonhomme quand j'étais adolescent, ben avant ça, puis j'écoutais la télé au primaire. C'était des souris là, qui chassaient, qui étaient un peu aventuriers. Des souris aventurières. Ça passait en anglais sur NBC, là, c'est un vieux flash. Ça s'appelait quelque chose comme ça. C'est pas Mouse Quest, peut-être, je sais pas, mais en tout cas. C'était pas un lien qui avait un gros rapport. Il va y avoir aussi, parce que c'est une stratégie de Netflix de converger un peu entre l'offre vidéo et l'offre vidéo ludique. Donc, il va y avoir des jeux qui vont être déclinés de certaines séries populaires.
est pas nécessairement apparemment évidente comme en version jeu vidéo. On pense entre autres à la série de télé-réalité Too Hot to Handle, où des jeunes hommes et des jeunes femmes à l'apparence avantageuse, je sais pas Oui, ça comment on peut semble un dire ça. peu kinky comme jeu. Ah, c'est assez... bref, il va y avoir un jeu qui va s'appeler Love is a Game, Ah, qui vont être dérivés de cette télé-réalité-là. Je sais pas. En fait, je pense que le jeu Love is a Game est actuellement disponible. Il va y avoir une suite à ce jeu-là qui va être offerte dans la prochaine année. Au total, donc, 80 nouveaux jeux qui vont être offerts d'ici 2024. Et Netflix va la jouer comme une nouveauté à chaque mois de nouveaux titres offerts en jeux vidéo. Donc, chaque nouveau mois va arriver avec son lot de nouveaux titres pour les gens qui sont des consommateurs avides de jeux vidéo sur leur ben oui. téléphone. Ben, comme Il y a- ils font avec les séries ou les films, à chaque mois, chaque semaine, tu as des nouveaux titres Ouais. qui arrivent. Il y Avec a, les- il y a un truc, et ça va dans plusieurs domaines, donc qu'on appelle la gamification, la ludification des choses. Et ça, c'est une façon, c'est super banal. Ce que ça veut dire, c'est de créer une dépendance pour toujours y revenir de plus en plus. Mhm. Et ce phénomène tu sais, le binge-watching, là, de regarder en rafale des trucs, je pense qu'on essaie de recréer ce mode-là dans la consommation de jeux vidéo. L'important, c'est pas de triper sur un jeu vidéo, c'est de revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça que Netflix aime ses utilisateurs. Donc, allez-y comme ça. Tu fais bien de le faire remarquer, Pascal. Si on veut trouver les jeux, on peut aller sur l'application Netflix sur son téléphone et on a un onglet où les jeux sont listés, mais on peut aussi chercher à partir du mot-clé Netflix sur les boutiques d'applications et on va les trouver facilement. Oui. Vous pouvez aller J'ai voir. trouvé ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Netflix qui ne savent pas. Je sais qu'on en a parlé il y a quelques mois. Netflix se rendait compte que très peu de gens savaient qu'il y avait des jeux gratuits. Puis pour les parents qui paient des jeux vidéo, les enfants, hey, je peux-tu avoir 4,99 pour les jeux? Je peux-tu ici? Netflix en offre beaucoup gratuits Ouais. et de qualité. Donc, il y en a une variété. Ils sont pas tous extraordinaires. Il y en a une variété qui vont intéresser vos enfants. Puis s'ils augmentent l'offre, ça devient très, très payant, très intéressant d'avoir ça inclus Voilà. dans son abonnement Netflix. Autant en profiter pleinement. Ben, quand on sauve des sous, hein, c'est toujours intéressant, effectivement. Ah Parle-nous un peu d'Adobe parce qu'effectivement, la création d'images par intelligence artificielle, c'est déjà un truc. Hein. Ben oui, tout à fait. On peut déjà Euh, faire avec DALL-E, Stable Diffusion. Moi, j'ai hier payé 10 piastres. Je me suis fait avoir 10 piastres dans les airs Oh non! pour un service que tu... Bah, écoute, ça marche, là. Mais tu sais que j'avais fait des photos. C'est quel service qui offrait des photos de toi en Ben, il y avait BI? Lenza avant Noël, qui est un gros Lenza truc. Ouais. AI qui offrait Mhm. ça pour une somme raisonnable. J'ai trouvé la même chose, mais qui s'appelle Suitop AI, qui permet de faire des images corporatives. Donc, au Oh. lieu d'être tu sais, dans les fantasy puis dans les images super-héroïques, il se concentre sur les images de toi avec un veston et une cravate. J'ai soumis des photos. Écoute, je ressemble à Ballmer de Microsoft. Tu sais, Oh! un monsieur beaucoup plus, un peu plus rond, un As-tu peu les plus traces de chaud. transpiration ici, là? Ah non, Sous les c'est pas ça bras? par exemple, pas ça par exemple. Comme Écoute, Balmer dans j'ai sa l'air plus d'un grande vidéo. jock, Ouais. les bras croisés avec 8 doigts. Ah, Il y a les plein de mains. photos horribles qui Ouais. sont sorties, mais j'ai un beau veston et une cravate, j'ai de l'air crédible, j'ai trouvé ça très, très drôle. Mais cette semaine, il y a Adobe qui a dévoilé Firefly, son Mhm. outil d'intelligence artificielle générative d'images, qui est similaire à celle de DALL-E ou Stable Diffusion. Je ne sais pas si tu as vu passer les fausses images de Donald Trump arrêtées par la police qui circulent sur le web. Ah mon Dieu, Plein de ça fausses commence. images, ouais. Oui, oui, les Mhm. gens diffusent ça, puis les gens redistribuent en disant regardez, Donald Trump est en train de fuir la police. C'est des fausses images générées, tout ça. L'outil Firefly d'Adobe, c'est pour les créateurs, c'est pour aider les créateurs. Et je trouve qu'on fait des bons choix. On parle d'intelligence artificielle éthique et de création éthique. Entre autres, on peut créer des lettres, de la typographie avec une texture de son choix. Donc, on peut mettre tu sais, un titre de film ou un titre dans un document et on peut le recouvrir de chocolat fondu, de terre battue, de motifs texturés en quelques clics. On n'a qu'à décrire qu'est-ce qu'on veut, lettre couverte de chocolat fondu et boum, ça donne quelque chose de magnifique. On peut générer des versions à partir d'un croquis à la main. Donc, on dessine à peu près qu'est-ce qu'on veut avec un crayon, un stylo, et boum, l'intelligence artificielle va nous le bonifier. Et ça permet aussi, parce que ça va plus loin que la génération d'images, ça permet aussi carrément de changer la météo dans une vidéo.
Si on met un petit clip vidéo, là, c'est le printemps, l'automne, on peut le transformer en vidéo l'hiver. Il va tout adapter, il va changer. On veut que ce soit la nuit, on veut que ce soit le jour, Wow! assez flyé. Donc, il y a d'autres choix qui ont été faits pour la génération d'images éthiques toujours, qui a été entraîné légalement, entre guillemets, avec une banque d'images libres de droit d'Adobe même. Donc, Mhm. des images sur lesquelles Adobe avait les droits. Ils n'ont pas pris des images de d'autres sources prises sans demander le Des consentement des artistes qui ne gens. le savent pas, ben oui. Exactement. Ils ont pris du contenu libre de droit aussi, en général, pour entraîner. Ce qu'on crée ne sera pas utilisé pour améliorer le système. Donc, si je suis un artiste, je crée du contenu, l'intelligence artificielle ne va pas se bonifier pour que d'autres personnes puissent reproduire tout ça. Et on va aussi bloquer autant que possible la création d'images toxiques. Mhm. Donc, des images, moi, je n'ose pas imaginer dans le domaine de la pornographie ce qu'on peut générer de carrément dégueulasse si on ne fait pas attention avec ça. Donc, on va avoir des filtres qui vont tenter de limiter ça. Et l'autre chose que j'aime beaucoup de Firefly, c'est qu'on peut l'entraîner sur son propre travail. Je suis un artiste, j'ai mon portfolio, je peux entraîner Firefly sur mon style pour m'aider à créer des images dans mon style plus rapidement ensuite. Je trouve ça assez fantastique. Encore une fois, ça ne sera pas redonné au système. Et on va pouvoir générer des photos, surtout avec une balise, ne pas utiliser cette image-là pour l'entraînement d'intelligence artificielle. Encore une fois, ça n'empêchera pas des intelligences artificielles de le faire, mais les intelligences artificielles éthiques devraient respecter comme sur le web, il y a des trucs là, do not, Ouais. ne pas enregistrer dans le moteur de recherche. On pourrait dire n'utilise pas cette image-là, je ne donne pas mon consentement pour que cette image-là soit utilisée pour entraîner une intelligence Ne artificielle pas rentrer dans la générative. machine, ben oui, Ne bon point, ça. n'entre pas cette photo-là dans la machine. Alors, je trouve Mhm. ça super intéressant. Encore une fois, c'est une version d'essai en ce moment. Adobe, je pense qu'ils ont fait du beau travail là-dessus. J'espère que ça va aider les artistes à aller plus loin dans leur travail de création et non pas simplement faire des boulots paresseux de génération Ouais. d'images. C'est drôle parce qu'en disant «Bienvenue dans la machine», j'ai pensé à la chanson de Pink Floyd, Ben «Welcome to the oui, Machine» et je me suis ben dit: «C'est oui. bi tu sais que la prochaine étape, ça va être une intelligence artificielle qui va générer automatiquement de la musique basée sur un band ou un groupe pour écouter de la musique en direct éternel». Ça va être Ben la prochaine oui, tout affaire. à fait. Mais tu sais que Google en a dévoilé une Il y a comme déjà eu ça. un truc, ouais, qui ressemble à ça, mais ça Ils ça ça l'ont demande à être amélioré, mais ça s'en vient Ils ça l'ont pas aussi. lancé parce qu'ils avaient justement probablement pas ils savaient probablement pas comment monétiser ça. Ah, C'est un bon peu point. triste. Oui, Google, oui, Probablement, effectivement. premier Mmh. vrai critère, soyons honnêtes, mais aussi que, ben, il y a des considérations éthiques à ça. Si tu génères du Pink Floyd éternel, ben, tu vas avoir ou des Beatles éternels, tu as 10 albums, tu Oh, peux il y a des générer avocats qui vont appeler, ce sera pas long. ben oui, c'est Ouais, sûr. C'est bon certain, point. certain, certain. Je vais revenir sur, le jeu vidéo un peu parce que ça touche à ce sujet-là, mais c'est un peu je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est aussi une nouvelle qui est un peu un pavé dans la mare, c'est que Microsoft a confirmé, un dirigeant de Microsoft a confirmé leur intention d'avoir un App Store propre à Microsoft sur les iPhones dès que ce sera possible de le faire. Et ça va être possible très bientôt. 2 choses qui mènent à ça. Premièrement, on le sait, là, Microsoft veut acheter Activision Blizzard, qui est une transaction évaluée à 75 milliards de dollars américains, ce qui est quand même pas du petit change, les amis. Évidemment, c'est débattu là, pour plein de raisons. On craint de créer un monopole, pas un monopole, mais une entreprise trop grosse pour le reste du secteur dans le jeu vidéo, entre autres. Il y a ça d'un côté. Activision Blizzard, on sait, c'est un catalogue de jeux vidéo incroyable. Et de l'autre côté, en Europe, il y a une loi qui a été votée récemment qui va forcer Apple à faire plus de place sur ses appareils mobiles, ses iPhones, ses iPads et même probablement ses Mac aussi, à des boutiques d'applications qui ne sont pas son propre App Store. On parle surtout du mobile parce Mmh. que c'est là où il y a cette exclusivité de l'App Store pour installer des applications, alors que sur le Mac, on peut installer des logiciels téléchargés d'un peu partout. Donc, ce que Microsoft a dit, c'est ouais, nous, dès qu'on peut, là, dès que cette loi-là entre en vigueur, qu'on peut installer une nouvelle App Store sur l'iPhone, on va installer le Microsoft Store, donc leur boutique d'applications propre à Microsoft. Ça se fait déjà du côté d'Android. Je ne sais pas si Microsoft a sa propre boutique sur Android, je crois pas. Mais Amazon en a Non, une, ben, parce Amazon App qu'ils ont le Store. droit de diffuser. Les règles sont beaucoup plus souples pour intégrer les applications, Exact. choisir le pourcentage et tout. Le pourcentage est moins élevé demandé par le Play Store en général, je crois. Ce qui est Apple est plus évidemment strict.
Ben voilà, puis ce qui agace bien des gens avec Apple, c'est la fameuse ristourne de 30% quand on met une application sur l'App Store. Il faut retirer 30%, remettre à Apple non seulement sur le prix d'achat, mais aussi sur tout ce qui est abonnement ensuite. Donc, c'est une entrée d'argent incroyable pour Apple et ça agace bien des gens. Probablement que Microsoft pourrait offrir des jeux vidéo Écoute, là, ça commence à faire un gros catalogue avec Xbox Live et ce qui pourrait éventuellement venir d'Activision Blizzard. Ils ont d'autres sources aussi. Ils ont aussi toute leur suite Office, toutes les applications d'affaires qu'ils ont déjà sur l'App Store qui pourraient être migrées sur le Microsoft Store et tout ça deviendrait libre de droit. Ce serait un gros geste de la part de Microsoft qui, on le sait, n'est pas, disons, le leader du mobile que sont Google et Apple. Il y avait une très belle interface à un moment donné. Ils ont décidé effectivement de se retirer à un moment donné pour devenir juste un fournisseur de contenu, je pense, ou en tout cas d'applications comme ils l'étaient déjà. Je ne sais pas si un jour ils vont revenir avec leur propre offre parce que le téléphone Surface reste quand même une variante de téléphone Android, mais c'est lourdement Microsoftisé. Là. Va falloir voir. Bref, intéressant pour de voir comment ça va se traduire, ça. Du côté des analystes, et c'est là où j'ai accroché sur cette nouvelle-là, c'est qu'on dit la plus grosse menace pour Apple en ce moment, c'est Microsoft à cause de ça. Parce que ce serait le plus gros joueur qui arriverait avec le plus gros catalogue d'applications qui sont les plus populaires et qui ne sont pas des produits Apple sur le téléphone d'Apple. Oui. On dit ça d'une part, et deuxièmement, ce qu'on dit, cela dit, ça représenterait même pas 1% des revenus qu'Apple tire déjà de ses plateformes mobiles comme potentiel financier pour Microsoft. Donc, méchante menace, mais en même temps, pas tant que ça. Bref, ça va être intéressant de suivre ça, mais c'est sûr que si Microsoft débarque, d'autres vont vouloir le faire aussi avec leur propre boutique d'applications sur iPhone. Je ne sais pas si ça va être réservé à l'Europe. Je ne sais pas exactement comment ils pourraient faire ça. On imagine qu'Apple va essayer de refermer ça le plus possible pour pas que ça se devienne un phénomène global. Mais bref, attendez-vous bientôt peut-être avoir une boutique Microsoft Store sur votre iPhone. Ça, c'est pas impossible. Mais j'ose pas imaginer les entourloupes qu'il va falloir faire pour l'installer, cette boutique d'application-là. Même si l'Union européenne va forcer, il va peut-être falloir passer par une interface web, va peut-être falloir... Écoute, j'ai bien hâte de voir. Ça va être très peut-être acheter un dongle, on ne sait pas. Apple sont forts là-dessus. À suivre. Ça fait le tour de l'actualité pour cette semaine. On va prendre une courte pause et on revient avec nos recettes produits. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une Tasse de Tech, édition printanière. Je dis ça parce que j'utilise comme caméra un iPhone avec un Mac, parce qu'on peut jumeler les deux et utiliser, ils appellent ça la continuity chez Apple. Ils ont des beaux mots comme ça. Et ça permet d'utiliser la caméra arrière d'un téléphone iPhone pour avoir une image qui est par ailleurs de qualité tout à fait correcte. Là. J'aime beaucoup ce que ça donne comme résultat. C'est surprenant. Et parce que je voulais essayer la batterie d'un iPhone Plus, j'avais un iPhone 14 régulier et la batterie du iPhone 14, en tout cas du Pro 14, donc le Petit Pro est vraiment pas super bonne. C'est pas quelque chose qu'on peut savoir le premier jour qu'on essaie l'appareil. Donc, dans les premiers essais, c'était un peu une critique qui n'a pas passé bien. Mais iPhone 14 Pro, la batterie, l'autonomie n'est pas bonne pour une journée. Donc, j'étais un peu déçu. J'ai demandé à Apple, est-ce qu'il y a possibilité de voir, parce qu'apparemment que le Plus, qui est l'équivalent bas de gamme du Pro Max, c'est compliqué les noms, là, mais semble-t-il que la batterie est bonne. Alors, ils m'ont envoyé l'édition jaune pour le printemps, parce que c'est leur nouveauté du printemps, c'est un iPhone 14 jaune. Il est beau jaune. C'est un beau jaune? Écoute, moi, c'est un coloris de saison, je trouve. Ça donne le goût de sourire. Et là, je le regarde quand je vous regarde, parce que c'est ce que je vois devant moi pour la caméra. Mais c'est tout ça pour dire que ça met dans le mood printanier et ça me donnait le goût de le dire, parce que on est rendu à l'étape où on parle de gadgets dans la balado de toute façon. Donc, il y a un lien facile à faire. On n'a pas, je sais pas, on s'est pas mal super bien préparé là-dessus. Pascal, est-ce que je parle de mon téléviseur ou est-ce que tu parles de ton micro en premier? Qui fait quoi? Ben, écoute, je peux parler de mon micro en premier, si tu me permets. Parce que moi, je me suis préparé comme un champion, monsieur. Je suis prêt, moi aussi. On n'a juste pas comme... Voilà. J'utilise depuis une semaine le nouveau micro Sennheiser, conçu pour les créateurs de contenu, les YouTubers et compagnie. C'est un micro qui s'appelle le Profile. C'est un micro que je trouve assez chouette. Si je le bouge, évidemment, ça se peut que vous entendiez des craquements et des trucs bizarres. J'ai la version qui est offerte sur un bras articulé, sur un support articulé. En 3 axes. Et c'est vraiment très chouette. C'est comme les petites lampes de bureau qu'on peut placer. On peut placer le micro. Il est conçu pour optimiser le traitement de la voix à environ 6 pouces de distance de sa bouche. Je trouve ça fantastique. On peut l'acheter en format sur un trépied aussi. On peut le poser sur une base sur son bureau. Ce que j'ai remarqué dans ces cas-là, c'est que souvent, quand on tape son bureau,
ça va faire un bruit dans son Oui, micro. c'est Donc, le fait capté. de l'avoir sur un support surélevé, je peux passer mes mains en dessous du micro et ça fonctionne très bien. Je peux taper au clavier en dessous du micro sans aucun problème. Je trouve ça extrêmement libérateur. Je travaillais avec un micro qui était posé sur un trépied devant moi. Ça marchait bien, mais j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est Sennheiser, évidemment, c'est des spécialistes de l'audio. Il y a Mhm. une prise USB-C, un long câble qui permet de le mettre sur mon bureau, même mon bureau est de hauteur ajustable. J'ai pas besoin de déplacer l'ordinateur. Je peux tout simplement laisser le long fil faire son travail. On peut glisser le fil dans le bras articulé. Il y a 3 boutons rotatifs pour le contrôle. Je trouve ça aussi très, très chouette. On peut contrôler évidemment le volume des écouteurs. On peut brancher des écouteurs directement avec une prise 1.8 dans le micro pour s'entendre. Mais on a aussi un petit commutateur qui permet de mesurer le son de son ordinateur et celui de sa voix. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler en s'entendant, ce qui est une bonne chose si tu travailles seul ou si tu es en vidéoconférence. Moi, j'aime ça m'entendre un peu pour avoir une idée qu'on m'entend bien. Mhm. Donc, on a ce niveau-là. Donc, je peux choisir de mettre ta voix seulement. Si je t'entends, je travaille, je peux écouter de la musique et écouter la musique seulement et pas le bruit du micro, par exemple. On a aussi l'autre bouton pour le niveau, évidemment, le niveau d'enregistrement. Si on parle trop près, s'il y a de la saturation, je ne le ferai pas, je ne l'essaierai pas, mais si on fait de la saturation, si le volume est trop, la sensibilité du micro est réglée trop élevée, le petit bouton va devenir jaune sur le micro. Donc, ça va nous Ah, dire, hey, ça clip, ça coupe, c'est trop fort, baisse ton micro. Alors, c'est très visuel. Si le micro profile de Sennheiser le petit bouton devient jaune, il y a un beau bouton vert qui indique que le micro est en opération, que tu es contentant fonctionnel, ben oui. comme ceux qui font des appels vidéo. Moi, je pense qu'ils créent pour les YouTubers, les créateurs de contenu, mais ceux qui font beaucoup de conférences vidéo, là, ceux qui font beaucoup d'appels professionnels veulent bien sonner. Il y a plein d'écouteurs, il y a plein de trucs comme ça. Je vois beaucoup de gens qui font des conférences vidéo avec des écouteurs de iPhone, des AirPods. Ah Ça oui, fonctionne bien. Mais on recommande pas. ben, ça donne quelque chose ça marche très bien. Ah, On ça a marche, mais nous, le on son a à l'autre écouté, bout est discutable et ça mais devient un peu agaçant quand tout le monde fait ça ça. peut c'est ça, Ouais. puis tes piles, il faut pas que tu oublies de les mettre, à un moment donné, tu vas manquer de piles au milieu de ta présentation. Avec un micro dédié, tu peux vraiment travailler efficacement, tu peux entendre avec des écouteurs, filaires, pendant tes présentations. Et l'autre truc ici, c'est tout simplement que, ben, j'aime beaucoup ça. C'est conçu c'est cardioïde, c'est comme un cœur devant le micro. Donc si je me déplace un peu, on va moins bien m'entendre. J'aime beaucoup comment on peut l'orienter. Il est pas cher. Je m'attendais à beaucoup plus cher que ça. La version sur une base est 170 $. Hmm. C'est Mais un bon plus un prix parce que c'est drôle parce que tu parlais de ça, puis je cherchais tout à l'heure, il y a une gamme de micros comparables chez la marque Shure, oui, S-H-U-R-E, oui, Shure, oui. les motives, et qui sont hors de prix, en fait. Ça peut monter facilement à 400 $ quand on veut un bon Et micro. c'est Donc, ça, fait que oui, je sous trouve les qu'ils 200 $, c'est tout à fait respectable. il frappe fort. C'est certain que si vous Mhm. êtes un artiste, vous enregistrez de la musique, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Vous voulez peut-être des micros plus sensibles, de caractéristiques techniques plus élevées, mais pour de la vidéoconférence, il est optimisé pour la voix des créateurs de contenu. La version avec le pied, qui est très bien conçue, à 260 $, très solide, très bien placé, s'articule, ne bouge pas une fois qu'il est en place. Alors, ceux qui nous regardent sur YouTube, si vous voulez, je peux le déplacer un petit peu. Ça se peut que la voix change. Et regardez comment c'est joli. Très bel appareil. Ah, donc On ça dirait un marche. studio de radio. Si tu Mhm. entends ma voix changer, je me déplace pour être dans le même axe et je peux le descendre comme ça pour qu'on ne voit que le bout. Pratique. C'est à la Ben oui. mode, les YouTubers. Puis là, je l'ai mis à l'envers, j'ai mis le micro vers le haut, mais si je voulais, je pourrais aussi le faire tomber, donc mettre le micro plus haut Ah oui. Et là, sortir et ta le faire guitare tomber devant moi, et nous c'est faire ça, une et jouer de la chanson, hein. guitare. Voilà. Ouais, bon point. Voilà, très, très belle position. Le micro profile de Sennheiser, 260 $ avec le pied articulé. Ça fonctionne avec des supports de micro standards. Il y a même un petit adaptateur Ouais. pour différentes tailles. C'est malheureusement pas, et je trouve ça très idiot, c'est pas le même standard que les trépieds de photo, l'appareil photo. Mhm. Il va falloir un autre adaptateur, un autre adaptateur pour brancher un trépied d'appareil photo, On s'en mais sort c'est pas. des standards de micro, ça a l'air. Il y en a deux. Exactement. Puis il y en a qui vont sur le téléphone ou sur souvent quand on fait de la vidéo mobile, on le met par-dessus, puis ça devient rapidement compliqué parce qu'effectivement, ça prend tout plein d'adaptateurs Un différents. adaptateur Bon pour que point. ça tienne.
Merci Pascal. De mon côté, j'ai testé un téléviseur ces dernières semaines de la compagnie Hisense, qui est une marque qu'on connaît moins bien ici. Et à juste titre, en fait, c'est un téléviseur Fire TV, tout de suite, je vais vous le dire. C'est un téléviseur donc, qui Oui. vient avec l'interface de télé connectée d'Amazon, donc Fire TV. Donc, on peut jouer à Modèle Luna. On peut jouer à sur Luna lequel on pourrait directement. jouer à Ben Luna. oui, Oui, service de les jeux jeu. vidéo, tu as bien raison. Le nom de modèle, c'est U68HF. Hisense est présent aux États-Unis plus fortement qu'ici. Et là, il commence tranquillement à s'installer. Et ce modèle-là, cette série-là, la gamme U68, était vendue aux États-Unis l'année dernière et là, elle arrive au Canada cette année, donc ce printemps, en ce moment même, en fait. C'est un téléviseur offert en deux formats, 50 et 58 pouces de diagonale, qui coûte pas cher. C'est vraiment, vous savez, TCL, Vizio, ce qui est très présent chez Walmart, entre autres, et Hisense sont des marques, je ne vais pas dire bas de gamme, mais vraiment pas cher, parce que les produits sont quand même de qualité tout à fait correcte. Oui. Je voyais beaucoup de critiques négatives à propos, par exemple, des téléviseurs TCL, et j'en ai un depuis 2 ans dans le sous-sol, et j'ai absolument rien à dire. Tout fonctionne très bien. Donc, je ne sais pas au niveau de la durabilité. J'ai l'impression que Hisense, c'est un peu la même chose. On ne paye pas très cher, mais on peut imaginer que si on en prend soin, ça va durer longtemps. Donc, la série U68HF, écoute, les noms de téléviseurs, je ne sais pas, personne n'a compris dans le marché de la télé qu'on pourrait juste appeler ça, tu sais, super télé. En tout cas, je ne sais pas exactement Le si Bob. j'étais le téléviseur Bob. Bob. Donc, est apparu ici maintenant, 2 téléviseurs 50-58 pouces. Les deux sont de résolution 4K, donc c'est vraiment des télévisions de ultra haute définition. C'est quand même pas rien. Ils sont compatibles les deux avec les standards Dolby Vision, HDR, HDR10+, HDR10, qui, vous le savez, leur rehausse les couleurs, améliore les contrastes, rendent l'image très nette. Ce sont des téléviseurs avec la technologie, c'est une technologie Adel qui s'appelle QLED, qui rehausse évidemment la netteté, les couleurs de l'image. C'est le premier d'une série de nouveaux téléviseurs que Hisense va mettre en marché au Canada. La prochaine version va venir au début de l'été, quelque part vers la fin juin. Et ça va être une technologie comme ce que Amazon a annoncé plus tôt cette semaine, et on en reparlera peut-être des téléviseurs Amazon, mais c'est une technologie OLED qui fait comme les téléviseurs de Samsung, en fait, les tableaux, là, ils ont un nom pour ça, les frames, les téléframes. Frame, je crois. Qui, quand on les éteint, continuent d'afficher du contenu, mais c'est souvent une œuvre d'art, comme on a l'impression qu'on a installé un tableau, une peinture sur une toile sur le mur. Bon, mais c'est un peu le même principe. Ça va arriver plus tard cette année du côté de Hisense. L'image est tout à fait correcte, qualité d'image, tout ça, réglage de base facile à opérer, donc on peut rapidement avoir un téléviseur qui a une bonne qualité d'image. Malheureusement, la qualité du son n'est pas au même niveau. Ces téléviseurs-là sont très minces, hein, sont très légers. Écoute, c'est pour un téléviseur de 58 pouces qui est plus large que la plupart la longueur des bras de la plupart des gens. Ça se lève d'une main, c'est fascinant. C'est Ça léger, s'accroche donc léger, très hein. bien au mur, mais c'est extrêmement mince et malheureusement, ce qui souffre en premier, c'est la qualité sonore. Donc, le son là-dessus est correct, on entend, mais si vous écoutez un John Wick, un Top Gun, un Ah, film, ben là, tu sais, un arrête, tu film m'émoustilles avec à la John grande Wick et Top sonorité, je Gun. pensais à toi quand je dis ça. Voilà. On perd beaucoup de cette enveloppe sonore qu'on aime avoir dans ce genre de film-là. Donc, téléviseur pas cher, mais forte recommandation, équipez-vous d'un système de son. Ça peut être une barre sonore, Oui. pas cher non plus, qui va faire la job qu'on installe au pied du téléviseur et qui va renvoyer le son. Ça peut être un système plus compliqué, c'est vraiment à vous de voir. Ce qu'il y a de bien avec Fire TV, l'interface Fire TV, c'est que c'est un produit Amazon qui est facilement configurable pour fonctionner avec des écouteurs, des enceintes connectées à Echo, hein, avec Alexa, Oui. pour créer une paire stéréo, pour créer une paire pour le cinéma maison à partir de Fire TV. Et ce qui est le fun quand on fait ça, c'est qu'on peut utiliser comment Amazon appelle ça, je pense, le Ultra HD, un son ultra. C'est l'équivalent du Dolby Atmos qui permet de recréer une ambiophonie virtuelle. Oh. Je vous sors les mots. Une spatialisation C'est un son incroyable. spatialisé, exactement, qui est comme un peu, évidemment, comme le spatial audio de l'audio spatial si cher à Apple. Et c'est vraiment ça, on s'écarte un peu du terme de télévision, mais au niveau du son pour la télé, le son spatialisé, c'est écoute, c'est la mode de 2023 à date. Ouais. On ne parle que de ça. Donc, avec le Fire TV sur le téléviseur Hisense, on peut, avec les bonnes enceintes, reproduire ce genre de son-là. Ça prend des enceintes Echo, qui, en passant, ne sont pas très chères elles non plus. Donc, il y a possibilité facilement d'avoir un bon kit cinéma maison à partir d'un téléviseur comme celui-là. Donc, bonne qualité d'image. Évidemment, le prix, le téléviseur 58 pouces, le plus gros des deux, il est en spécial sur Amazon en ce moment. Ironie du sort, coûte normalement 800 $. Et là, je regardais ce printemps, il est à 700.
C'est pas mal le prix. Personnellement, je ne paierais pas 1000 $ pour un téléviseur. Je trouve ça un peu cher. C'est fou parce que moi, je me disais tout le temps, 1000 $, c'est un super bon téléviseur. Sur mon les laptops les ordinateurs à moins de 1000 $, maintenant sont rendus 1500, sont rendus 2000. Les télés, dans ma tête, 1000 $, c'est toujours un prix de référence pour avoir une très, très bonne télé. Une Voilà. très bonne télé, disons ça comme ça. Il y a toujours des meilleures télés, mais là, il allait te coûter 3000, 4000. Il n'y a pas de limite de ce que tu peux payer pour une télé OLED, ainsi de suite, plus grande, 80 pouces. Mais 700 $ pour 58 pouces, c'est Ouais. débile. Là. Je pense à la grande télé qu'on avait chez nous, 24 pouces de diagonale. Tabarnouche, quoi. Écoute, je me rappelle de Rendu dire que dans le le 40 futur. pouces, c'était le téléviseur du futur. Et là, on est rendu Ben à oui. 58 pouces, puis c'est banal, parce qu'effectivement, on peut monter jusque dans pratiquement les 100 pouces. Mais là, ça revient trop cher, puis peut-être un peu trop grand pour... Ben oui. Parce qu'il y a un rapport, puis ça, c'est une conversation, mais il y a un rapport de distance par rapport à la taille de l'image où c'est du gaspillage. C'est-à-dire que si vous êtes, je pense que c'est 2 fois la diagonale ou 3 fois la diagonale en termes de distance entre vous et le téléviseur, à partir de là, ça ne sert à rien parce que ça dépasse ce qui est votre champ de vision principal. Donc, ça ne faut pas la peine de se casser la tête. 58 pouces, ça convient dans bien avec des le cas. patron de Best Buy, des relations publiques de Best Buy, et puis il disait que beaucoup de gens achètent un gros téléviseur en disant on va se gâter, ça ne rentre pas chez eux, carrément. Ça ne rentre pas sur le mur. Ça ne rentre pas dans leur voiture non plus pour l'apporter à la maison. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, puis l'amener à sa maison, évidemment, ça prend une livraison. Tu ne peux pas mettre ça dans une voiture. Mais 80 pouces, tu installes ça, tu te rends compte que ça ne rentre pas sur ton mur. Voilà. Tu es obligé de la retourner. C'est un problème. Ben oui, clairement. Ça me mal calculer tes distances. Pour revenir à Fire TV, il y a aussi un truc qu'il faut savoir de très intéressant à propos de l'interface Fire TV. C'est basé sur Android. On peut y installer des applications natives dans l'App Store même de l'interface Fire TV, mais on peut aller aussi sur l'App Store d'Amazon à travers un site web ou l'application et trouver des applications qui ne sont pas nécessairement 100% entièrement conçues pour un format télé et les installer quand même. Par exemple, je peux installer un VPN sur ma télé. Et là, vous dites, mais pourquoi ferais-tu ça? Donc, ben, ça permet de contourner certaines limites géographiques de certains fournisseurs de vidéos pour aller chercher le catalogue qui est à l'extérieur du pays où on se trouve. Et ça se fait très simplement, même le téléviseur, pas besoin de bidouiller son routeur Wi-Fi ou quoi que ce soit. Donc, c'est une façon de le faire. On peut installer d'autres applications aussi. Si, par exemple, vous êtes un client d'un fournisseur télé, un grand fournisseur télé québécois, Câblo, ou Fibro, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, à la maison. Et là, vous arrivez au chalet et vous ne voulez pas payer 2 fois pour 2 abonnements à la télé câblée, mais vous voulez quand même profiter. Il y a possibilité d'installer, de sideloader, comme on dit en bon français, donc d'installer indirectement sur votre Fire TV l'application mobile du service que vous jumelez à votre propre compte et d'avoir accès à vos chaînes télé à distance à travers cette interface-là, sans vous casser la tête une fois que c'est installé. Ça ne marche pas tout le temps, mais il y a moyen de bidouiller un peu si vous êtes du genre bidouilleur. Donc, Fire TV, pour ça, je trouve, a des bonnes qualités. C'est une plateforme qui est supportée par Amazon depuis plusieurs années et qui est très durable. Le seul problème avec Fire TV et les produits Fire TV en général, c'est qu'ils vieillissent extrêmement vite. Je ne sais pas si c'est au niveau logiciel ou au niveau matériel, mais à un moment donné, ça bourre, on sent que ça pédale et c'est long. Le démarrage, l'installation d'application, comme s'il y avait un problème de cache ou il y avait un problème avec le processeur, mais évidemment, c'est plus apparent sur les clés HDMI, mais les téléviseurs sont à peu près les mêmes, ont à peu près les mêmes composantes techniques. Donc, je ne sais pas si dans 3 ans, ce téléviseur-là va déjà être un peu lent, on va déjà être un peu tanné de l'utiliser. C'est quelque chose qui reste en suspens. Parce qu'on peut imaginer qu'au prix où c'est vendu, la fiche technique n'est pas super complète. Et le meilleur exemple, c'est que le taux de rafraîchissement de l'écran est limité à 60 Hz en ce moment, ce qui est un peu dommage parce qu'on est rendu dans d'autres marques à 120 Hz et même plus, donc ce qui rend les actions plus fluides à l'écran. 60 Hz, c'est 1 rafraîchissement par seconde. Donc, 60 rafraîchissements par seconde. Excuse-moi, 60 rafraîchissements par seconde, mais 120, c'est plus près de la captation naturelle de l'œil ou quelque chose comme ça, donc ça passe plus fluide. Le meilleur exemple, c'est quand vous achetez un téléviseur puis vous voyez du texte passer en bas de l'écran qui défile. Si le texte est nettement lisible, là, vous avez un téléviseur qui est suffisant pour ce que vous en faites. Mais si ça passe vite, puis vous n'avez pas capable de lire parce que ça va tellement vite que c'est flou, c'est pas votre œil, c'est le téléviseur des fois. Et ça risque d'être un problème avec ce téléviseur-là. Pour le sport, pour le hockey, entre autres, la traînée de la rondelle. Exactement. Si vous voyez au hockey, tu vois, les gens reprochaient au téléviseur, au placement, je crois, d'avoir un taux de rafraîchissement moins élevé. C'est le placement ou à LCD au début, où le rafraîchissement était faible, fait qu'on voit une traînée quand on avait des trucs rapides. Oui, puis on perdait la rondelle était moins noire parce qu'elle allait trop vite, pas le temps de faire le contraste, effectivement. Donc ça, c'est un problème. La manette, c'est-à-dire quand on achète le téléviseur, elle vient avec une télécommande Fire TV, donc avec les mêmes
contrôle qu'une télécommande de Fire TV, que la clé HDMI ou le cube. Le problème, c'est une très belle télécommande, il y a un micro, on peut parler à Alexa, ça va très bien, mais au bas de la télécommande, il y a 4 touches rapides, touches d'accès rapide pour des applications vidéo prédéfinies. Évidemment, elles sont prédéfinies par Hisense, qui a un deal avec Netflix, avec, c'est quoi les autres? Il y a 4 fournisseurs et c'est évidemment imprimé sur le bouton et on ne peut pas le changer. On ne peut pas personnaliser les touches programmables et ça, moi, ça m'enrage. Ouais. C'est comme forcer le consommateur à dire tu vas manger du pain blanc, tu vas manger. Puis ça, moi, ça me hérisse. Ouais. Faut que Ça, c'est je des me ententes contrôle quand dans mon expression. les fournisseurs de services Netflix et compagnie paient une somme d'argent Exact. pour chaque télé ou chaque contrôleur avec ce service-là. Fait que c'est 4, 5, 6 $. S'il y a 4 boutons, ça peut être 4 $ par manette qui ont en retour. Ça permet de vendre Fait que c'est un peu fâchant parce qu'on aimerait ça pouvoir les personnaliser, ces touches. Cela dit, c'est pas super grave. On peut aller par l'interface télé, évidemment, à l'application de son choix, mais quand même, c'est à vous de voir, évidemment, ce téléviseur, je veux dire, dans le marché des téléviseurs connectés, l'interface Fire TV est une belle interface qui fonctionne bien. Moi, je reviens souvent. Entre Roku et Fire TV, c'est celle que je privilégie. Il y a une version de ce téléviseur-là avec Google TV dessus, qui est une belle interface, mais qui, je crois, est très limitée au Canada. Faudrait que je vérifie parce que les téléviseurs Google TV sont, en tout cas, j'en ai pas vu passer beaucoup au Canada, mais c'est évidemment très fort aux États-Unis. Donc, il faudrait voir s'il y a possibilité d'essayer ça ici pour comparer. Ça peut-être, ça va valoir la peine, mais Fire TV basé sur Android, à mon avis, offre la plus grande latitude d'applications qu'on peut installer sur un téléviseur connecté. Et pour le prix, c'est quand même intéressant. Donc, téléviseur Hisense U68HF Fire TV. Je vous disais que ça se dit bien. 579 $ en version 50 pouces, 700 $ en version 58 pouces en spécial sur Amazon. Donc, vous voyez comment avoir un bon deal sur un téléviseur si ça vous intéresse. Téléviseur 4K Fire TV. Alain, Toute une c'est un histoire. plaisir. Écoute, ça met fin. Merci, Pascal. Je suis très heureux de t'avoir entendu à même ton micro Sennheiser. Écoutez, j'espère, n'hésitez pas dans les commentaires du podcast de nous écrire. J'espère que vous nous entendez bien, on fait des efforts là-dessus. Certaines personnes dans les commentaires ont dit que le son était parfois un peu douteux. Je vous assure, on a des voix très agréables en personne. Premièrement, tu as entièrement raison. La technologie dénature. Et ce commentaire est venu quand j'étais à l'extérieur avec des écouteurs AirPods parce que j'avais laissé mon micro de balado à la maison. C'est entièrement ma faute, mais sachez qu'effectivement, on aime quand vous écoutez et que vous êtes content de la qualité sonore parce que ça fait partie de l'aventure. Aventure que vous pouvez réécouter, n'est-ce pas, sur nos archives, parce que nous, c'est terminé, on prend une pause pour la semaine et on revient la semaine prochaine, mais sinon, allez-y, on a des émissions. On a celle de la semaine dernière dont on a peu parlé là, sur ChatGPT, c'est quand même pas rien, on a discuté des choses sérieuses. Pascal, est-ce que tu remercies nos commanditaires? Oui, tout à fait. Plan Hub, TELUS et Jura, merci pour les sélections des forfaits Internet et cellulaires. Merci TELUS pour les forfaits cellulaires, forfaits Internet aussi. Jura pour le délicieux café, j'ai hâte de m'en faire un autre. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast. Merci, ça inclut C'est quoi? Ça inclut le 98.5, ça inclut plein de stations en région. Bonjour, content que vous soyez là. Claude Hébert, la mise en onde. Alain Mekena, on peut te lire dans Le Devoir, on peut te lire dans Branchez-vous, on peut te lire dans Info Bref, on te voit partout. Tu fais comme pas tant que ça. tu es comme Jésus partout, tout partout. Moi, on peut me lire sur pascalforget.com, mon site web. Écoute, juste en 2 secondes, le clavier pour la Remarkable, j'ai mentionné qu'il n'y avait pas de façon de faire des accents. Oui. Écoute, c'est complètement idiot, je vais me déculpabiliser en l'avouant. Il y a un bouton, je croyais que c'était pour faire des guillemets. Quand on écrit, quand on fait entre... Et non, c'était un accent aigu et un accent grave. Sauf qu'il faut faire la touche. Et la touche ensuite, le caractère. Ensuite, on peut faire des accents avec le clavier de la Remarkable, mais ce que je voulais mettre de l'avant, c'est qu'on ne pouvait pas avoir son doigté habituel. Il fallait adapter son doigté au clavier. Mais oui, il y a une touche, entre autres pour faire des umlauts et des les 2 points sur les lettres longues. Et le petit, le tilde qu'on met sur les lettres espagnoles dans Mañana, par exemple. Voilà, c'était mon erreur, je rectifie. Un jour, on fera une capsule entière sur l'existence de la touche U accent grave, pardon. Parce qu'on utilise cette lettre-là dans un seul mot. Oui. Et pourquoi elle a sa touche exclusive alors qu'il y a plein d'autres lettres accentuées? En tout cas, on en reparlera. Et tu sais que sur les Chromebooks, il y a un bug. La lettre n'a pas été remappée
Physiquement, il n'y a pas de lettre U sur le clavier. Alors, sur un Chromebook en version française Canada, tu ne peux pas taper un U. Il n'y a pas de touche. La touche est supposée d'être entre le Z et le Shift, quelque chose comme ça. Comme chat. Comme chat, ben oui, comme fois. Mais cette lettre-là n'existe pas physiquement. Ils ne l'ont pas remappée sur une autre touche Voilà. avec un raccourci. C'est la discrimination accentuaire. Mais Exactement. une lettre sur un mot, c'est ridicule. Et voilà. On passe à ça, les amis. On prend une petite pause et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!